Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler des personnes aux besoins spécifiques, une frange de la société totalement oubliée. Bien que récemment la pension des handicapés a été revalorisée par l'État, passant de 4 000 à 10 000 dinars, mais est-ce de l'argent dont ont besoin les personnes aux besoins spécifiques? N'ont-ils pas d'autres revendications, d'autres besoins? C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec M. Mnower Hassan, président de l'association El-Amen et membre fondateur de l'association Qaim, association d'aide aux infirmes moteurs. Bonjour Monsieur Mnower, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour, c'est moi qui vous remercie. À chaque fois, vous me donnez l'occasion de s'exprimer et d'exprimer les bons vouloirs de notre association par rapport à tout ce qui touche les consommateurs algériens. Avec grand plaisir, c'est notre rôle. Juste une précision, oui, Qaim, je crois qu'elle n'existe plus, j'étais juste fondateur, c'était dans les années 90. Mais malheureusement, mes objectifs en tant que fondateur ont été atteints, alhamdoulilah, mais maintenant, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle advient. D'accord, très bien. Donc maintenant, vous prenez le relais avec l'association de protection des consommateurs. Parce qu'en réalité, j'ai regroupé tout ça, parce que les personnes handicapées, personnes à mobilité réduite, personnes en situation de handicap, parce qu'on peut les nommer comme ça, à chaque fois on change de... Tout à fait. Toutes ces personnes, c'est des consommateurs aussi. Exactement. Des consommateurs qui ont de plein droits et qui ont encore d'autres droits parce qu'ils ont une déficience quelque part. Tout à fait. Et puis, moi, je le dis toujours, c'est-à-dire les gens qui pensent que les personnes handicapées, c'est des personnes qui maintenant sont sur des chaises roulantes ou qui ont un manque dans leur possibilité de se mouvoir, et ben, ces personnes-là se trompent parce que tout le monde est concerné. Personne ne peut dire que maintenant, dans une heure, demain, après-demain, on ne devient pas handicapé, que ce soit d'une manière définitive ou d'une manière alternative. Exactement. Personne ne peut savoir. Donc, et puis aussi, moi je considère même une femme enceinte est une personne qui est à mobilité réduite. Une femme ou un homme qui est malade, c'est une personne à mobilité réduite. Une personne qui porte le plâtre, c'est à mobilité réduite. Oui, bien sûr. Quand on est en troisième âge, c'est-à-dire pour ne pas dire quand on dépasse un certain âge où on a toutes ses capacités physiques et on s'affaiblit par la vieillesse, c'est aussi des personnes à mobilité réduite. Donc tout le monde est concerné. Le travail qu'on va faire, enfin ce qu'on demande, ce qu'on voudrait faire pour ces personnes à mobilité réduite maintenant, eh ben on le trouvera même pour nous, pour les membres de nos familles, pour tout le monde sera concerné. Voilà, donc c'est une frange quand même qui est importante en Algérie. Moi je sais que par certaines ressources qu'il y a plus de 4 millions d'Algériens qui sont concernés, qu'on dit personnes à mobilité réduite. Évidemment, ceux qui nous écoutent vont dire, mais elles sont où ces personnes? Eh ben, ces personnes, elles sont à la maison, elles sortent pas, parce qu'elles peuvent pas sortir. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas les moyens de se mouvoir, il n'y a pas les moyens de se déplacer. Elles peuvent rien faire dans cet environnement qu'on a, que ce soit dans nos rues, dans nos routes, dans les espaces publics, dans nos infrastructures, dans nos administrations, dans nos écoles, dans nos institutions. C'est des personnes qui sont condamnées, malheureusement, à ne pas sortir, et c'est pour ça qu'on les voit pas. Quand on va en Europe, surtout dans certains pays qui sont développés, on voit beaucoup de personnes sur chaises roulantes, personnes handicapées, un peu partout. À partir de l'aéroport, quand on atterrit, on ne voit que ça. Mais en Algérie, on dirait, oh, c'est bien. Il y a un certain déni. Voilà. Non, mais en Algérie, on ne les voit pas parce qu'elles sortent pas, parce que c'est des personnes qui ont été emprisonnées chez elles par, je dirais, par tout le monde, mais beaucoup plus par nos responsables qui n'ont pas réellement construit comme il le fallait. Tout à fait. Parce que, point de vue réglementaire, il y a des tests juridiques qui ont maintenant plus de 20 ans, qui sont là. 2002, qui sont là en faveur de ces personnes handicapées. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'associations que je salue, qui ont beaucoup bataillé, qui ont beaucoup milité pour que ces textes voient le jour. Et puis, il y a beaucoup de directives, beaucoup de recommandations, il y a beaucoup de séminaires chaque année, à chaque événement. Tout le monde en parle. Mais malheureusement, sur le terrain,
c'est toujours la même chose. Moi, je suis sur le domaine depuis 1996. À ce jour, je vois pas vraiment beaucoup de changements, sauf certaines plaques bleues avec dessinées, avec une chaise roulante dessinée pour dire que ça, c'est un parking pour handicapés. Et une place pour handicapés. Une place pour handicapés, qui est malheureusement en général occupée par des personnes qui sont pas handicapées, qui sont même pas contre. Oui, on fait même pas, on fait même pas attention. Parce qu'il y a aussi ce problème d'éducation, de culture qu'on n'a pas encore, et quelques rampes installées par ici, par là, pour certaines institutions, mais qui ne sont pas toutes aux normes. On a vu des ascenseurs installés dans des immeubles, soi-disant pour les personnes handicapées, mais pour atteindre cet ascenseur, il faudrait passer par des marches, ou bien par une rampe qui, entre guillemets, un casse-gueule, qui n'est pas aux normes. Et puis, malheureusement, on fait toujours des choses pour que cet handicapé soit toujours assisté. Alors que normalement, selon les normes, ces aménagements qu'on fait dans le bâtiment ou bien dans la voie publique, c'est pour que la personne qui est sur une chaise roulante soit autonome à 100%, qu'elle n'ait besoin de personne. Donc la rampe ne doit pas dépasser un certain pourcentage de pente pour que la personne handicapée puisse grimper ou descendre cette rampe sans personne. Donc voilà, donc il y a beaucoup à faire. Et je peux m'exprimer en tant que président d'association des consommateurs, Aman, mais aussi en tant qu'architecte. Parce qu'il y a un travail, quand j'ai commencé à travailler sur ça, j'étais pas encore président d'une association de consommateurs. Mais maintenant, je regroupe tous mes efforts, toute ma bonne volonté pour arriver un jour, et je l'espère bientôt, que certains moyens soient fournis aux handicapés pour qu'ils puissent être autonomes. C'est un droit. Tout à fait. Et là, on parle des handicapés, on parle des personnes aux besoins spécifiques, c'est pour ça que j'ai précisé. Ouais. On ne parle pas des malvoyants, on ne parle pas des personnes qui ont une déficience mentale. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de personnes. C'est un handicap mental. Voilà, personne mentale. Donc voilà, il y a tout ça qui... Maintenant, quand vous rencontrez des personnes dans le passé, vous avez rencontré des personnes dans le cadre de votre association. Quelles sont les demandes? Vous avez parlé par rapport à votre expérience. Mais maintenant, avec le temps qui est en train de passer, et il n'y a pas de nouveauté, les lois sont là, mais il n'y a pas de changement. Quelles sont les spécificités? Est-ce que déjà la nouvelle de la revalorisation des pensions, comme elle a été accueillie? Vous savez, c'est une forme d'assistanat que beaucoup de gens refusent cette formule, parce que une personne handicapée, si elle a un problème avec les jambes, mais elle a sa tête, elle a les bras, elle a les mains, elle a les yeux, elle a une éducation à un certain niveau d'enseignement, donc il peut travailler, qu'il peut gagner sa vie honorablement et avec dignité. Donc c'est le fait de les bloquer chez eux, ils peuvent pas sortir, donc on leur donne une pension de compensation qui est de 10 000 dinars. Mais ça, c'est pas tout le monde qui aime, c'est pas tout le monde qui veut. Elle est faite pour quoi? Elle est faite, c'est une petite pension d'aide, c'est une aide. Pardon, dans le cas où la personne travaille, est-ce que la pension, elle est supprimée? Actuellement, non, parce que c'est toujours considéré comme une personne à assister, mais vous savez, ce n'est ni 4 000 dinars, ni 10 000 dinars qui vont arranger le cas d'une personne handicapée, parce que parfois, je dirais très souvent même, la personne sur une chaise roulante doit dépenser plus qu'une personne qui n'est pas sur une chaise roulante. Ça, on doit le savoir. Ne serait-ce que certains produits, certains mécanismes, je dirais, d'entretien qui nécessitent plus d'argent qu'une personne valide. Et donc elle vaut rien. Du tout, c'est-à-dire on peut donner pour les personnes qui peuvent pas du tout travailler, on doit leur donner une pension, je dirais honnêtement calculée. Honnêtement calculée. Oui. C'est-à-dire on n'est pas obligé de donner le même montant pour tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent s'en sortir à 30 000 dinars, mais il y a d'autres qui peuvent pas s'en sortir à moins de 50 000 dinars. Il y a d'autres peut-être à 20 000 dinars. Donc tout dépend des handicaps. Mais malheureusement, par fainéantisme de notre administration, on généralise et on donne très peu pour tout le monde, comme ça tout le monde touche un petit peu et on fait de belles statistiques en fin d'année, dire que on a aidé tant de personnes handicapées, on a dépensé tant. Bon, ça, on espère que maintenant avec
tout ce qu'il y a de nouveau qui est en train de s'installer en Algérie, les nouvelles équipes du gouvernement vont revoir ça et recalculer, redéfinir un petit peu d'abord les seuils, redéfinir c'est qui l'handicapé qui doit avoir une pension et comment et à quoi elle va servir. Mais beaucoup plus, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ces personnes puissent aller travailler. Parce que il y a des personnes qui peuvent donner beaucoup. Il y a des personnes qui peuvent enseigner. C'est pas le cerveau qui est... Il y a des médecins qui sont sur une chaise roulante, qui peuvent donner, qui peuvent soigner. Il y a des avocats, il y a des ingénieurs, il y a des journalistes. Donc, une personne sur une chaise roulante ne peut pas faire pompier, ne peut pas faire policier, tout à fait. mais peut faire beaucoup d'autres choses. Donc, pourquoi on les enferme? Parce qu'on n'a pas prévu d'ascenseur dans l'immeuble. Pourquoi on leur permet pas de bien vivre parce qu'on n'a pas prévu un potager de cuisine à la hauteur d'une personne handicapée? Pourquoi on n'a pas prévu une salle de bain pour personnes handicapées? Et pourquoi on n'a pas prévu l'abaissement de l'accès du bus pour qu'ils puissent monter? Pourquoi on n'a pas prévu de véhicules spécifiques, des taxis spécifiques ou, comme on le fait maintenant nous, avec une application sur un smartphone, on appelle un taxi pour nous prendre de là où on veut et nous emmener là où on veut. Pourquoi une personne sur une chaise roulante n'a pas son application? Tout à fait, et appeler son taxi spécifique avec une plateforme hydraulique qui fait monter sa chaise et qui paye un petit plus. Et c'est ce petit plus dont j'ai parlé tout à l'heure dans la pension, où on doit calculer la pension par rapport à ça. Il va emmener là où il veut, il devient autonome. Il va à l'hypermarché, il trouve sa place de stationnement, il trouve un chariot qui lui convient. Il fait ses courses le plus normalement du monde. Il passe devant la caissière. Il a une caisse adaptée, à hauteur, à sa hauteur. Il va à la mairie, c'est la même chose. Il va au tribunal, c'est la même chose. Donc voilà ce qu'il nous faut pour libérer ces gens. Parce que 4 millions, peut-être plus, qui ont besoin de vivre comme nous tous. C'est un droit. Moi, sincèrement, le fait qu'ils aient un problème de mobilité, ça suffit. C'est pas la peine de les pénaliser. Encore plus. Et après, dire que c'est comme si c'est de l'aumône qu'on leur donne, dire, allez, on va augmenter, on donne 10 000 dinars. Mais c'est quoi ça? C'est pas tout le monde qui a besoin de ces 10 000 dinars seulement. Ils ont besoin d'autres choses. Un enfant sur une chaise roulante a besoin de faire des études le plus normalement du monde. Donc, oui, alors là, les enfants, n'en parlons même pas dans les écoles. C'est grave, grave. Nous avons un grand pays, nous avons des surfaces, mais malheureusement, on construit toujours des écoles à 3 ou 4 étages. Pourquoi? Pourquoi? Et puis, quand on construit comme ça, au rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'on prévoit? En général, on prévoit pas assez de classes. Et puis, l'accès à cette classe, comment qu'il est? Les sanitaires dans cette école, on prévoit pas pour une personne handicapée, que ce soit d'une manière définitive ou d'une manière alternative, parce qu'une personne peut se briser la jambe, se casser la jambe, et doit quand même continuer à faire ses cours, à prendre ses cours. Malheureusement, s'il y avait pas l'aide des camarades ou des enseignants, ces enfants ne feront pas école. Et c'est la même chose partout. Justement, par rapport au rôle de l'association que vous avez créée, c'est-à-dire, je suis en train de me poser la question, en quoi les membres de l'association pourraient aider ces gens-là? Enfin, les personnes aux besoins spécifiques. Vous savez, est-ce que c'est être le porte-parole? Est-ce que c'est défendre des revendications? Vous savez, les porte-paroles, il y en a tellement. Il y a tellement d'associations pour handicapés. D'accord. Mais nous, on s'est dit que on rentre pas dans les rouages de toutes ces associations, que parfois même qui ne s'entendent pas tous entre elles, et puis qui ont des objectifs qui sont différents. Il y a des associations qui militent pour la pension, d'autres pour des véhicules adaptés, d'autres pour l'accessibilité, d'autres pour le tout à la fois. Mais ça reste insuffisant. Donc même nous, et je fais appel à toutes les associations des consommateurs, d'appuyer et d'aider ces associations pour handicapés, parce que c'est pas des personnes spécifiques, c'est des personnes normales, mais qui ont un problème, supplémentaire par rapport à nous dans la consommation. Si on défend les droits des consommateurs parce que ils n'arrivent pas à trouver un étiquetage clair, lisible avec des yeux normaux, on doit aussi aller plus loin et dire que sur cet étiquetage, non seulement il faudrait agrandir la police du caractère pour que ce soit lisible par les gens qui voient 5 sur 5, mais aussi que ce soit lisible par les personnes non-voyantes. Tout à fait. Il y a le braille maintenant, c'est une technologie qui est développée et qu'on pourrait imprimer sur
tout ce qui est étiquetage sur les emballages. Et par exemple, on fait beaucoup de choses pour la prestation de transport en commun. C'est très important pour les consommateurs. Moi, je dis toujours, on peut se passer de tout, mais on peut pas se passer de l'eau et du transport. Oui, ça c'est vrai. On peut pas aller faire les études, on peut pas aller manger, on peut pas aller travailler, on peut pas aller à l'hôpital s'il n'y a pas de transport. Mais dans les transports, il y a beaucoup de manques actuellement. C'est-à-dire, on voit que c'est anarchique. Il n'y a pas de respect de normes, il n'y a pas de respect de règles, il n'y a pas de respect de l'homme en lui-même dans le transport en commun. Si on travaille sur ça, avec les autorités compétentes. Mais on rajoute aussi, qu'en est-il pour les personnes sur chaise roulante, pour les personnes handicapées? Du moment qu'on a carrément des plateformes de revendication dans ce domaine, on rajoute toujours ce qu'il faut pour les personnes à mobilité réduite. Dans les transports, il faudrait prévoir les places, il faudrait prévoir l'accès facile pour un bus, il faudrait prévoir le taxi spécifique pour les handicapés. Dans le train, à l'aéroport, il faudrait que ces personnes se retrouvent d'une manière autonome comme nous tous. Donc voilà l'association ce qu'elle fait, c'est-à-dire on marginalise pas et on néglige pas et pour nous tout le monde a des droits. Tout à fait. Et même parfois on fait des travaux spécialement pour cette frange de la population parce que on a notre mot à dire sur ce domaine. C'est-à-dire, il n'y a pas que, on ne doit pas attendre que seulement les associations pour handicapés qui doivent faire un travail pour les handicapés. C'est tout le monde qui doit le faire. Et rassembler tous nos efforts avec toutes nos connaissances et toutes les compétences, je dirais, pour arriver rapidement à atteindre au moins quelques objectifs. Tout à fait, c'est ça. Et comme vous dites, voilà, c'est par rapport aux objectifs. En revenant, je vais rebondir sur le mot objectif. Lors des campagnes, vous faites des campagnes, est-ce que vous faites des campagnes de sensibilisation ou bien c'est des journées de sensibilisation? Et quels sont les objectifs à atteindre? C'est à partir de quand vous considérez que vous avez atteint vos objectifs? D'abord, c'est des campagnes qui sont composées de plusieurs jours et de plusieurs sites. Et dans une durée déterminée. Mais en général, les campagnes qu'on fait au grand public, sur consommateurs, là, c'est pour changer la culture de consommation. Là, pour qu'on prenne conscience des dangers, des problèmes qu'on pourrait rencontrer, surtout concernant la santé. Voilà, ça c'est très important. On doit commencer par ça. Maintenant, les problèmes sont multiples, ils sont très nombreux, mais on peut pas travailler sur ça, sur tous les problèmes en même temps. Mais on a toujours privilégié tout ce qui concerne la santé de l'homme. Et quand on parle de la santé de l'homme, c'est la santé de tout le monde. Donc même la personne handicapée, même l'enfant qui est très fragile, la personne je dirais âgée aussi qui est fragile, la personne qui est malade, parce que on compte aussi maintenant parler à l'avenir des personnes malades, les droits des consommateurs malades. Ils ont leur spécificité. Une personne malade ne peut pas se défendre comme une personne qui est pas malade. Et quand on parle à des personnes qui sont pas malades, on dit que vous êtes donc dans un commerce, vous lisez la date de péremption sur un produit, cette date elle est dépassée, vous allez devoir vous révolter gentiment auprès du vendeur. S'il ne fait rien, vous appelez les services concernés du commerce, les associations, et même jusqu'à aller à la police, et vous restez là-bas, vous ne bougez pas jusqu'à ce qu'il retire tous ces produits des étalages. Mais est-ce qu'on peut demander la même chose pour une personne qui est malade? C'est ça. Non. C'est ça. Donc, la personne malade aussi a des droits dans un hôpital, chez un médecin et tout. Donc, voilà. Donc, on est encore au stade de généralité, en essayant de toucher de temps à autre, pour des cas bien spécifiques, pour certaines campagnes, et dans certains lieux aussi, toutes les franges. Mais on doit arriver un jour, on doit parler que de certains problèmes, pour attirer l'attention des autorités et des consommateurs que nous sommes. Par exemple, cette séance radio, ça c'est très important. Médiatisée, parce que la sensibilisation par les médias, elle nous rapporte plus que une sensibilisation publique dans une place publique ou à côté d'un marché. Les objectifs, vous savez, c'est de changer nos comportements par rapport à la consommation, d'être plus vigilant et de redevenir
le point fort dans la chaîne de consommation, parce que jusqu'à maintenant, on est le point faible, on est le maillon faible. Il y a les opérateurs, les commerçants, les distributeurs, l'administration qui font ce qu'ils veulent, mais nous, on est en train de subir. Donc, les objectifs, c'est qu'un jour, on commence à respecter le consommateur. On commence à avoir peur du consommateur. Un opérateur qui est en train d'innover sur un produit, il doit penser qu'il y a des consommateurs qui sont vigilants, qu'il y a des associations qui sont là, qui veillent, qui font la veille pour que ce produit, alors là, pour qu'il arrange, pour qu'il donne le meilleur de lui-même, pour que ce produit ne nuise pas à la santé, ni à la sécurité, ni aux droits financiers, ni aux droits moraux des consommateurs. Donc voilà les objectifs. On s'est fixé ça, je vous cache pas. Si on arrive à atteindre ça jusqu'en 2025, on est bien et on le souhaite parce que maintenant il y a des changements. Moi qui suis dans le domaine depuis 2011, on est en fin 2019, il y a beaucoup de changements. Maintenant, les gens se plaignent déjà. Des gens se plaignent. On se plaignait pas. La parole s'est libérée. Et les gens quand ils sont arnaqués, ils avancent. Mais maintenant, les gens commencent à se plaindre. Les gens commencent à lire les titrages, à réclamer. On entend parler des associations. C'est déjà bien. On commence à faire attention. Les réseaux sociaux, je pense. Les réseaux sociaux. C'est-à-dire même les opérateurs, les commerçants, même les autorités commencent à faire des calculs par rapport aux associations. Ouais, c'est ça. Ils disent qu'il y a des associations qui peuvent réagir un jour ou l'autre par rapport à cette prestation, par rapport à la négligence, par rapport à ce qu'on fait de mal. Donc, les choses avancent, mais je souhaiterais qu'en 2025, qu'on atteigne juste le niveau de certains pays voisins. Oui, ça sera déjà... certains pays européens aussi. Voisins, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que le Maroc et l'Algérie... est-ce que vous pensez que le Maroc et la Tunisie sont beaucoup plus avancés que l'Algérie? Vous savez que moi, je travaille, je collabore beaucoup avec nos voisins mauritaniens, marocains et tunisiens, parce que j'aime bien comparer, bien sûr, c'est important. Et apprendre des expériences des autres. Nous, on est tout nouveau dans le domaine. Donc, eux, ils sont beaucoup plus anciens. Les Tunisiens, ils avaient l'avantage d'avoir une organisation gouvernementale qui avait un budget colossal. Ils avaient plus de 20 employés dans leur association, avec tous les moyens qu'il faut. Donc, ils ont avancé, ils ont fait de la recherche, ils ont fait des expertises, ils ont une procédure dont on est en train de profiter. Et les Marocains aussi, ils ont développé un grand réseau quand même d'associations. Ils ont plus de 130 associations. Alors déjà. que nous, il y en a combien? Nous sommes à 66 et les gens disent que c'est beaucoup. Donc oui, au Maroc, il y a 130 associations qui fédèrent sous une seule fédération. Il y a d'autres encore que je connais pas. D'accord. Que je connais pas. Et puis ils ont ils ont installé des guichets du consommateur partout et qui sont financés par le royaume. Les guichets sont financés par le royaume. Donc, le loyer, l'employé qui reçoit le plaignant, il est payé par le royaume, par le gouvernement. Et voilà, donc ils ont ces expériences. Oui, ils sont un peu plus avancés. Les Marocains ont été formés plus que nous parce que ils ont eu des accords avec l'Union européenne, ils en ont bien profité. Voilà, on essaie de profiter de leur expérience. En Mauritanie, il y a 3 millions d'habitants, ils ont plus de 20 associations nationales. Oui, voilà, donc on peut faire le compte. Et ils ont leur méthode de travail. J'ai été les voir, j'en ai profité pour apprendre certaines choses. Donc, par rapport à nos voisins, nous ne sommes pas leaders. Nous ne sommes pas leaders, nous ne sommes pas premiers, nous ne sommes pas derniers, mais on a beaucoup à apprendre. On a beaucoup à apprendre. Même en Afrique, on travaille avec des associations camerounaises qui ont pratiquement la même culture de consommation que nous en Algérie, parce qu'ils ont été colonisés par le même colon français. Et on trouve chez eux des méthodes de travail qui pourraient nous faire avancer sur certains domaines. Donc, ces échanges nous permettent quand même d'avoir des visions un peu futuristes. Comment s'organiser, comment s'étaler un petit peu sur le territoire national, comment atteindre tout le monde par les médias, par des campagnes, le travail de proximité, etc. Voilà, donc pour se situer, on n'est pas, c'est-à-dire on a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire, tout à fait. Et c'est ce qu'on disait, que vous me disiez avant l'émission. Qu'en est-il des efforts faits par l'État pour aider ces personnes-là? Bon, mis à part ce petit sursaut-là en termes de pension, que moi et même tout le monde pratiquement on ne sont pas satisfaits. Je dirais qu'il y a eu quand même un arsenal juridique qui a été installé. Il y a eu des lois, des décrets, des textes juridiques en faveur des personnes handicapées. Mais malheureusement, sur le terrain, on voit pas grand-chose.
Je donnerai quelques exemples. Des exemples parce que l'handicapé, il a besoin de vivre et de se déplacer comme tout le monde. Je l'ai dit et je le redis encore. Donc, on est en train de construire. On a construit 1,6 million de logements pendant les 10 dernières années. Mais pendant ces 1,6 million c'est-à-dire, de logements, on a conçu et on a construit combien de logements pour personnes handicapées? Tout à fait. Je dirais 0. Il n'y a pas eu un logement qui a été construit pour handicapés. J'aimerais bien que quelqu'un réponde sur les réseaux sociaux, sur notre page pour nous dire, voilà. J'aimerais bien le savoir. Je serais ravi que quelqu'un me contredise parce que ça serait au moins en faveur d'une famille où il y a un handicapé. On a construit des immeubles, on a mis un ascenseur. Et on a mis une rampe qui est très accentuée et des marches d'escalier pour Zama, l'handicapé. Donc l'handicapé doit quand même parcourir soit des escaliers ou bien une rampe accentuée, il devrait être aidé pour monter. Alors que normalement, dans les pays où la réglementation est respectée, l'handicapé, il descend de sa voiture au sous-sol du bâtiment, dans le garage, il a sa place qui est très proche de du sas des ascenseurs, il accède directement. Donc malheureusement, nous, la personne handicapée se bataille pour la place de parking, comme tout le monde, dans le parking de la cité, ADL, LPP, LPA, LSP, comme on veut. Après, il doit se diriger, c'est-à-dire surpasser plusieurs trottoirs, bordures, obstacles, pour arriver à la rampe. Il devrait se faire aider par les voisins pour enfin atteindre l'ascenseur. Il est dans l'ascenseur, il descend et rentre chez lui. La porte d'entrée n'est pas adaptée. À l'intérieur, toutes les portes ne sont pas adaptées. C'est des portes de 94 cm qui ne sont pas adaptées aux personnes handicapées. Sa salle de bain n'a rien de différent par rapport aux autres salles de bain. Donc la cuisine, c'est la même chose. Donc le potager, la table de travail, elle est à 86 cm de hauteur. C'est comme toute une personne qui est valide. Donc il n'a rien. En réalité, les réglementations sont liées, mais on a construit 1,6 million de logements. Mais on n'a pas construit un logement. Nous, on avait demandé, c'était de notre plaidoyer, c'est que dans chaque cité, au rez-de-chaussée, qu'il y ait 1 ou 2 logements pour ces personnes handicapées, qu'il y ait un ascenseur qui atteigne un sous-sol parking. D'ailleurs, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre débat. Pourquoi on fait pas de parking dans nos sous-sols et on fait des vides sanitaires qui deviennent des foyers de rongeurs et de maladies, de choléra, etc. Et puis pourquoi? Moi je suis aussi architecte, je dirais que l'aménagement d'un logement pour personnes handicapées ne coûterait pas plus de 3 à 5% en plus. C'est tout. C'est tout, hein. C'est tout, mais c'est de la mauvaise volonté. C'est de la mauvaise volonté, c'est de l'ignorance, voilà, c'est de la négligence, c'est la politique des chiffres. Mais on sait pas trop inquiéter des personnes handicapées. Alors que pendant cette période, on a eu quand même un président c'est ça le paradoxe. Qui se mouvait, qui se déplaçait en fauteuil roulant. On n'a pas fait attention à ça. Et c'est la même chose pour les écoles, c'est la même chose pour nos mosquées, c'est la même chose pour nos établissements administratifs, pour nos institutions. Dans les rues, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, mis à part quelques aménagements timides qui sont pas en normes et qui sont bricolés par des maçons qui sont pas qualifiés, où il y a rien qui a été tracé parce que normalement il y a des plans. Moi j'en ai, tout le monde en a, des guides d'aménagement pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc, quelle est la hauteur du trottoir? Comment faire l'abaissement? De quel côté? L'abri pour la traversée de chaussée. Donc, pour qu'il y ait tout cela, il faudrait que dans l'établissement d'un permis de construire, qu'il y ait des personnes qui défendent ce domaine. Maintenant, je parle toujours en connaissance de cause. Pour avoir un permis de construire d'une cité de logement, ou bien d'une école, ou bien d'une mosquée, il y a toute une commission intersectorielle de l'exécutif de la wilaya. Et maintenant, c'est le guichet unique qui se réunit pour délibérer est-ce que les plans sont valables, sont en normes. Il y a l'officier de la protection civile qui se prononce sur tout ce qui est sécurité, il y a la Sonalgaz, il y a l'ADE, il y a les services de l'hydraulique, il y a les services de travaux publics, tout le monde se prononce. Mais il n'y a personne qui se prononce pour l'accessibilité des personnes handicapées. Et pour cela, nous, en tant qu'association Aman, on a demandé à ce qu'il y ait dans chaque commission une personne apte, qualifiée, pas obligatoirement une personne handicapée, pour ne pas dire... n'importe qui peut le faire, qu'il soit architecte ou ingénieur ou un technicien ou quelqu'un qui s'y connaît, qui doit assister à ces réunions et qui doit défendre les intérêts des handicapés et faire appliquer la loi.
parce que c'est une loi qui existe. Aussi, il y a la même chose à la réception des projets. On invite tout le monde, le CTC, les pompiers, tout le monde vient pour signer sur le PV de réception définitive ou ou provisoire, pour signer sur la conformité, mais il n'y a personne qui vient pour dire que la rampe, elle est en norme. Elle est à moins de 6%. Tout à fait. Il y a un abaissement pour accéder. Il y a la porte, il y a un logement, il y a le lavabo qui a la forme, qui a la hauteur qu'il faut. Il y a personne qui défend ça. Ouais. Donc, ça ne coûterait rien à l'État actuellement de faciliter la vie à tous les Algériens. Tout à fait. Et surtout aux personnes qui sont en difficulté ou bien qui sont en situation de handicap. Voilà, donc on ne demande pas le ciel, ni nous, ni les handicapés, ni les autres associations. On demande qu'il y ait plus de sérieux dans la prise en charge de ces revendications qui sont très légitimes. Oui, bien sûr. À l'étranger, maintenant, on donne beaucoup d'importance à ça. Parce que c'est la vraie démocratie. C'est tout le monde qui a le droit. Voilà, c'est tout le monde qui a le droit. D'ici, à l'étranger, un handicapé moteur, il peut vivre le plus normalement du monde. Oui, mais voilà. on peut rêver de ça. Qu'est-ce qui coûte? Ça ne coûterait rien maintenant de concevoir tous les nouveaux projets. On doit les concevoir adaptés et en normes par rapport à l'accessibilité des personnes handicapées. Et les anciens projets, ça ne coûterait aussi rien dans les opérations, ou bien lors des opérations de réhabilitation et de rénovation, de les mettre à niveau. Faire des mises à niveau, ça ne coûte rien. Maintenant, s'il faudrait faire une petite démolition pour créer une rampe d'accès, on doit le faire. Tout à fait. S'il faudrait installer un ascenseur, un monte charge pour personnes handicapées, on doit le faire. Mais malheureusement, il y a résistance. Oui. J'ouvrirai une parenthèse pour dire que dans ma fonction d'architecte et de bureau d'études, je trouve des difficultés à convaincre certains responsables. Ils sont pas concernés. Certains responsables, ils disent... il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, oui, mais parce qu'on n'en voit pas les chiffres beaucoup. officiels. On n'a jamais reçu d'handicapés. Une fois, j'ai dit à la personne, vous pouvez demain devenir handicapé. Est-ce que vous allez être viré de ce poste parce que pour bien accéder, ou bien vous allez adapter pour vous spécialement? Donc, il faudrait il faudrait vraiment que les associations montent vraiment au créneau. Montent au créneau, mais sérieusement. C'est-à-dire, moi, l'appel que je fais à travers votre radio, c'est que ces associations qui sont par ici, par là, à faire des associations juste pour créer des associations, pour avoir un agrément, pour se faciliter l'accès au wali, pour se faciliter l'accès au ministre, pour prendre des photos avec les officiels, pour les cadeaux, pour les séminaires, pour les voyages, des associations intéressées. Non, mais là, on doit maintenant se retourner un petit peu et se regarder en face d'un miroir et dire qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi j'ai fait ça. Il faudrait qu'il y ait niya d'abord, niya, c'est-à-dire quand on va parler on parle avec notre langue et nos yeux, l'expression du visage, on doit transpirer parfois on doit rougir, parfois on doit devenir pâle, on doit un petit peu s'énerver de temps en temps, on doit être content quand on réussit quelque chose. Et c'est un engagement de vie. C'est un engagement de vie. C'est avec ça qu'on va pouvoir changer les choses. Mais maintenant, des associations, moi j'en ai connu, j'ai même participé à la création, après des associations qui ne parlent que de la pension, l'association qui parle juste qui sont là pour parler de petites futilités, qui est très, très, même je dirais avec un sens d'égoïsme un peu exagéré, des gens qui ne pensent qu'à eux, qui pensent pas à la collectivité. J'espère avec tous les changements qui sont en train de s'opérer, il faudrait pas qu'il y ait que des changements politiques, il faudrait aussi qu'il y ait des changements dans notre culture de consommation et dans la société, dans notre manière de réfléchir, de voir, et on doit réapprendre à s'aimer entre nous pour que tout le monde pense. Quand on a un handicapé dans l'immeuble, il n'a pas besoin seulement qu'on le prenne à chaque fois, le descendre des escaliers, non. Et il a besoin aussi, quand on fait la rénovation de l'immeuble, là on s'arrête. Attendez, l'OPJ, il faudrait réaliser une rampe. Il faudrait élargir la porte de ce monsieur. Il faudrait faire ça. C'est ce qu'on peut faire à notre niveau, en tout cas. Il faudrait qu'il y ait cette conscience collective. Il faudrait qu'il y ait une conscience collective envers ces personnes. Je le dis encore,
Moi, maintenant là, je suis venu avec mes pieds, j'ai monté vos escaliers, mais personne ne me dit maintenant sortons de chez vous, je vais pas subir un accident de la circulation, Bien et sûr. demain je serai pas handicapé. Oui, c'est ça. Qui On me est dit, à l'abri, hein. oui, qui me dit qu'un de mes enfants ne pourrait pas être handicapé, un membre de ma famille. Donc il faudrait pas maintenant dire que ça ne nous concerne pas. Ouf, alhamdoulilah, un enfant, il n'est pas handicapé, Oui, il bouge oui, bien. oui, non, mais non, demain, il pourrait être handicapé. Et comme vous avez dit, même les personnes âgées, Oui, même mais personnes âgées aussi. On prend de l'âge, hein. Voilà, On tout à prend de fait. l'âge. On a besoin de trouver des facilités d'accessibilité. Plus on grandit, plus on a besoin de trouver des facilités. Tout à fait. J'irai encore loin. Pourquoi on a le droit de rêver. Moi, Bien sûr, j'aime bien rêver. tout commence par un rêve. Hein. Non, les personnes sur chaise roulante doivent accéder aux forêts, doivent accéder aux plages, doivent à fait. accéder aux piscines, aux salles de sport, doivent accéder les parcs de plaisance et de jeux pour enfants. C'est-à-dire, il faudrait normaliser, vraiment qu'ils vivent une vie oui. le plus normale possible. Et technicien que je suis, je dirais que ça coûte rien du tout. Ouais, Hein, c'est ça. cher. C'est-à-dire, c'est pratiquement le même Voilà, prix. donc il n'y a même pas un prétexte valable. Non, s'il y c'est avait un juste la investissement bonne volonté. Il faudrait des décisions politiques d'abord pour ça. Il faudrait qu'on installe des commissions sérieuses pour ça. Il faudrait que des personnes qualifiées participent dans les commissions, dans les choix de terrain, dans les approbations, dans la délivrance des certificats de conformité. Et il faudrait qu'il y ait un regard différent à cette personne handicapée et dire qu'elle n'a pas besoin de 10 000 ou 4 000 dinars. Elle a besoin de travailler, de vivre Exactement, le plus monde. dignement possible. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. C'est moi. Atek Saha, l'appel est lancé. J'espère que cette émission aura le mérite de sensibiliser les gens, que ce soit par rapport au pouvoir public, que ce soit par rapport ça viendra. Inch'Allah, ça viendra, voilà, doucement. Bon, c'est vrai qu'on aime bien, maintenant, on voudrait que les choses s'accélèrent, mais doucement, mais sûrement. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Retrouvez notre émission sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook, sur radio-m.net et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservi. Masservi, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.